Docteur Milbert, vous avez été en contact avec le très controversé Jacques Benveniste. En quoi consistent ces travaux? Est-ce que vous pourriez nous résumer? Alors, la mémoire de l'eau, c'est quand même quelque chose de tout à fait fondamental. En tout cas, pour moi, je considère que c'est une des clés de l'être humain, du fonctionnement de l'être humain. En fait, cette mémoire, comme il disait, si vous voulez, il avait découvert un peu le fil conducteur d'énormément de phénomènes biologiques. Et au niveau de cette compréhension qu'il avait, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à découvrir. En tout cas, les Russes se basent énormément sur ces travaux. Actuellement Actuellement, mais depuis on va dire, depuis une vingtaine d'années, hein, de toute façon. Aussi Fritz Albert Popp, si vous voulez, que j'ai rencontré en Allemagne, hein, qui lui aussi a été un contemporain de Jacques Benveniste, qui a rencontré exactement les mêmes problèmes, si vous voulez. En quoi ça consiste d'identifier la mémoire de l'eau? C'est quoi, en fait? Ben, la mémoire de l'eau, si vous voulez, c'est toute cette compréhension au niveau de la cellule. Enfin, c'est un peu compliqué parce que moi je passe par la physique quantique, si vous voulez, pour exprimer ça. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur de notre corps, tout est relié, si vous voulez, toutes les molécules sont reliées. Il y a une sensibilité, si vous voulez, Elles ne sont pas reliées que mécaniquement ou chimiquement. Il y a une information qui circule, absolument, qui est au-delà du temps et au-delà de l'espace, c'est ça? Absolument. Et avec des fois une précision extraordinaire. Donc, et ça, c'est quelque chose que nous n'avions pas encore comme notion auparavant et qui est à la base pour moi, par exemple, de l'homéopathie, de l'acupuncture. C'est cette capacité de dialogue finalement qu'ont nos cellules entre elles. Et ça, nous sommes faits d'eau finalement. C'est pour ça que c'est contesté aussi. C'est très très contesté, l'homéopathie, la mémoire de l'eau. Je sais, mais j'ai le grand privilège d'aller à un congrès sur l'eau une fois par an, si vous voulez, qui se tient, avant c'était dans le Vermont, maintenant c'est en Bulgarie. On voit évidemment que la structure de l'eau est absolument fondamentale et effectivement la clé de plein de phénomènes biologiques et de plein de phénomènes physiques aussi, hein, parce que l'eau peut donner de l'énergie. Donc tout ça, c'est une trace, si vous voulez. Et c'est vrai que dans notre cellule, vous avez cette notion d'avoir une eau qui est très très pure, qui est en contact avec les parois de la cellule, et une eau qui s'appelle easy water, hein, excluding zone water, et puis une eau qui est plus, on va dire, chargée, qui est une eau qu'on appelle bulk water, et qui est effectivement chargée positivement, alors que cette eau très pure de l'exclusive zone water est effectivement une eau chargée négativement. Donc en fait, au niveau de la cellule, effectivement, vous avez cette capacité aussi de nettoyer la cellule, d'avoir une eau qui conduit, effectivement, qui fait un peu comme des phénomènes électriques, il y a comme un courant qui peut se créer. Donc on voit bien que l'eau n'est pas du tout ce qu'on pensait sur le plan de la biologie. En tout cas, l'eau qui est dans mon verre n'a rien à voir avec l'eau qui est dans mes cellules. Et ça, si vous voulez, tous ces travaux se basent effectivement sur cette notion que l'eau dans le corps humain a une action d'information. Et c'est là la mémoire de l'eau. D'accord, c'est l'eau qui a. Alors quel est le rapport avec l'électromagnétisme? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? En fait, oui, bien sûr qu'il y a un lien entre les deux. Ce phénomène électrique dont je vous parle, qui est vraiment extrêmement minime, donne effectivement la capacité aux cellules de communiquer entre elles. Donc, si vous voulez, la communication intercellulaire se fait par ces phénomènes électromagnétiques. C'est très faible, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 24 watts, c'était indétectable auparavant, et c'est cette communication intercellulaire qui est modifiée par le champ électrique environnemental, champ électromagnétique. Donc on a là des notions de base pour expliquer
cette toxicité aussi des champs électromagnétiques à l'échelle de notre organisme. Donc, vous avez dit tout à l'heure, ça serait un lien aussi avec l'efficacité de l'homéopathie, c'est ça? Est-ce que c'est cette charge informationnelle qui va... L'homéopathie, au départ, c'est justement d'une étude sur l'homéopathie qu'est partie toute cette compréhension. Et cette polémique. Je sais, c'est polémique, et pour cause, parce que quelque part, les Russes aujourd'hui vous diront qu'une des médecines les plus efficaces pour eux, c'est l'homéopathie, c'est l'acupuncture. Donc, en fait, elle devient, par cette compréhension du corps humain, c'est pour ça que c'est tellement passionnant, si vous voulez, d'arriver à cette compréhension qu'avec la physique quantique, on a accès à ce corps énergie, à ce corps vibratoire, qui finalement est compris par les Chinois depuis 5000 ans, et que nous sommes passés par la physique quantique et les travaux effectivement très remis en cause de Jacques Benveniste, sauf que ces travaux ont été repris par plein d'équipes. Et notamment le professeur Montagnier. Notamment le professeur Montagnier, et les Russes aussi, puisque si vous voulez, quand vous discutez avec Vladimir Voïkov, il vous dit que Jacques Benveniste, Vladislav Kristoforov, c'est pareil, ils ont tous été quelque part extrêmement impressionnés par les travaux de Benveniste, et ils les ont repris, et ils les ont poussés encore plus loin. Et c'est vrai que les possibilités thérapeutiques par les champs électromagnétiques, elles existent. Et ces possibilités de thérapie électromagnétique, elles vont être, à mon avis, révolutionnaires, si vous voulez, dans la ce que dit aussi le professeur Montagnier, donc, avec qui vous collaborez, ce serait que l'homme serait un petit peu moins chimique qu'il n'y paraîtrait, il serait un petit peu plus électromagnétique. Voilà, et donc ça, si vous voulez, c'est certainement la grande révolution actuelle. Et c'est parti finalement de tous les travaux des Russes pour préparer les cosmonautes dans l'espace. Donc ils ont mis au point des appareils de type électromagnétique, enfin ce qu'ils appellent des appareils quantiques, où ils mélangeaient différents types de rayonnements, des rayonnements laser, infrarouges, électromagnétiques. Ça, c'est les travaux de Vladislav Kristoforov. Et c'est ça qui était utilisé dans l'espace. Parce que dans l'espace, vous ne pouvez pas prendre un verre d'eau avec un comprimé. C'est impossible. Et quand vous avez un cosmonaute qui a une angine, il faut bien qu'il soigne. Donc ils avaient recours à ces appareils. Et ces appareils, ils datent déjà des années 50, si vous voulez. Maintenant, ça a beaucoup évolué. Ça tendrait à légitimer les appareils ou les traitements par biorésonance? Complètement. Donc, si vous voulez, de toute façon, il y a toute une... Parce qu'il y a pléthore d'appareils. Pléthore d'appareils, si vous voulez. Il faut distinguer voilà, les bons et les mauvais aussi. Oui, mais pour l'instant, si vous voulez, les Russes sont en avance, les Allemands utilisent aussi, les Américains aussi. Il y a quantité d'appareils, et on en crée même ici actuellement en France. Il y a des gens qui travaillent sur de nouveaux systèmes avec des résultats tout à fait extraordinaires. En tout cas, par rapport à la maladie de Lyme, il y aurait des possibilités diagnostiques. Les travaux de Montagnier qui met en évidence la longueur de certains virus, certaines bactéries, c'est cela? Absolument. Donc ça, c'est les signaux électromagnétiques. Oui. Et vous pouvez effectivement avoir ces signaux électromagnétiques qui montrent la présence de certaines bactéries et qui seraient effectivement potentiellement actives, hein, que ce soit par rapport au sida, par rapport à la maladie de Lyme, même par rapport à l'électrohypersensibilité. On ne peut pas encore l'affirmer, mais il y aurait la possibilité de lien avec des pathologies infectieuses. Concrètement, ce serait de pouvoir les identifier pour pouvoir lutter contre. Absolument. Si vous voulez, à partir du moment où vous avez cette gliose cérébrale dont on a parlé tout à l'heure, vous comprenez bien qu'il y a un état inflammatoire qui déjà préexiste, que la barrière hémato-encéphalique est largement ouverte et que donc des bactéries peuvent passer la barrière et s'installer dans le cerveau. Ce qui pose problème puisque effectivement, il y a un état inflammatoire. Là-dessus, il y a une bactérie qui vient, qui crée encore plus d'états inflammatoires. Et donc là, c'est une espèce d'emballement du système avec une aggravation de l'électrosensibilité préexistante. Et donc là, l'intérêt est de pouvoir traiter ces états infectieux, déjà de les répertorier, et comme ils sont en intracellulaire et non pas circulant dans le sang forcément, on a des fois du mal à les retrouver, c'est le cas de la maladie de Lyme chronique. Et donc là, pour moi, il y avait un lien, en tout cas très important au début, entre Bartonelle et maladie d'électrohypersensibilité, puisqu'en traitant la bartonellose, l'électrohypersensibilité était grandement améliorée, voire disparaissait. Donc ça, c'était une piste qu'on explore toujours avec le professeur Montagnier. Docteur Milbert, merci d'avoir répondu à nos questions.